Du coup, allez, c'est parti. Donc, comme on avait dit, on va s'enregistrer ce petit live pour les expérimenter, euh, pour faire suite à vos questions, enfin vos questionnements, pour aller un petit peu plus loin dans l'interprétation de la stratégie. Si vous avez le socle de base, donc on est d'accord, tout ce qui est base de range et de tendance, on ne discute plus là-dessus. Normalement, c'est donc vu, connu, intégré. Vous avez en plus les stratégies de flux. Et pour ma part, donc comme je vous avais exprimé, il me semble que la combinaison de ces trois éléments, plus le fait que vous pouvez aller sur différents time frames, ça vous donne normalement largement assez d'opportunités de trading pour toute une vie. Mais puisque vous sembliez pas forcément être d'accord avec ça sur le fait que vous voulez éventuellement avoir d'autres patterns, donc aller un peu plus loin dans l'appropriation de la stratégie, plus autres questions sur le fonctionnement, etc. des indicateurs. Donc on peut rentrer là-dedans. Bref, moi je ne sais pas exactement quelles sont toutes vos requêtes, euh, mais je pars du principe que vous avez un droit de réponse, enfin vous avez un droit de questionnement, donc je vais essayer de vous donner, comme on l'a dit, on va prendre 2 heures. Je ne sais pas du tout ce que vous allez m'envoyer dans la tronche, mais on va essayer d'y répondre. Ok, donc je pense, parmi la base, il y avait donc l'idée de capter d'autres patterns avec des risk-reward supérieurs à 1 pour 5, puisque la stratégie les couvre normalement dans le précis, et donc essayer d'aller chercher un peu plus loin que ça. Oui, pardon, partage d'écran, effectivement, c'est peut-être pas débile de le mentionner. Tac, tac, et tac. Ok, normalement tout est bon. Alors, je lis la première question. Normalement, vous avez la question dans le replay, mais vu le pavé, je ne suis pas sûr que le replay puisse tout afficher, donc je vais le relire. Donc, pour le reverse, si j'ai bien compris, l'identification des zones à faible risque pour commencer à chercher des reverses sur les UT inférieures, par exemple, en cas de V1, nanana, oui, tout à fait. Donc, il faut avoir le contexte à faible risque, comme on a dit, c'est toujours de toute façon euh, pardon, alors avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y en a qui veulent utiliser leur micro ou pas? Sinon, en fait, j'enlève mon casque parce que c'est pas très utile. Enfin, j'ai mis le casque parce que sinon, je vous entends pas parler. Donc, si jamais il y en a qui veulent parler, à la limite, vous me le dites d'abord sur le texte que je remette le casque. On va plutôt faire comme ça. Ok, donc, je continue. Donc, la première des choses, donc bien identifier son contexte. Ça, c'est extrêmement important parce que toute analyse, de toute façon, commencera toujours par ça. Quand on va chercher du risk-reward, c'est-à-dire on va aller chercher des trades qui ont donc plus de risques, mais qui rapportent plus, on va essayer effectivement d'aller sur des UT inférieures. C'est ce qu'on a déjà exploité, entre guillemets, comme stratégie avec la stratégie de flux, où on va chercher une zone à faible risque dans un range ou dans le sens d'une tendance évidente. Et quand on revient chercher un support dans cette tendance, ou le bas de range et ou le haut de range, etc., on va pouvoir chercher l'extrapolation des réactions de prix sur les UT inférieures avec une structure logique qu'on a décrit avec les règles de la structure de flux, qui sont extrêmement simples, et une fois apprises par cœur, elles peuvent être répliquées, etc., etc. Donc ça, c'est une des premières choses qui vous permet effectivement d'aller maximiser les rendements d'un mouvement de prix sur des UT inférieures. Ok, donc ça déjà, on a dit, c'est une première des choses. Donc ça vous donne des indices sur les manières de décliner, entre guillemets, ce qui se passe. Il y en a plein d'autres, d'accord? Il y a plein de méthodes, en fait, qui permettent derrière d'aller trader sur des UT inférieures, mais quoi qu'il en soit, elles ont toujours toutes une chose en commun, il faut que vous soyez sur une zone de gestion des UT supérieures. C'est-à-dire, si vous commencez à appliquer des stratégies euh, on va dire, moi j'appelle ça le haut risque, enfin des stratégies à fort risque-reward. Si vous faites ça n'importe où, vous allez vous faire déglinguer. Donc c'est clairement la première des choses, et c'est la raison pour laquelle j'apprends jamais les stratégies expérimentées avant qu'il y ait une très bonne maîtrise de la stratégie, parce que ça sous-entend que vous connaissez et que vous maîtrisez, je parle bien de maîtriser, tout le reste, avant. C'est essentiel. C'est-à-dire que si vous placez ça dans un ordre inverse, c'est la catastrophe assurée. OK ? Donc, vraiment essentiel de bien capter ça. Si vous êtes sûr de votre boulot, d'accord, vous avez identifié votre zone à faible risque, ok, il n'y a pas de souci, vous êtes bien tranquille sur l'installation de votre range,
Pour ma part, encore une fois, il vaut mieux utiliser la stratégie de flux parce que c'est en termes de simplicité de la pattern par rapport au rendement qu'elle peut procurer, ce que j'ai pu trouver de mieux pour vous permettre d'aller maximiser les rendements sur une zone de gestion à faible risque en allant sur des plus petites UT. Maintenant, vous voulez aller plus loin que ça. Donc, je finis de lire la question. Donc, utiliser les détections de contexte, voilà, les alertes framework, target de break range, exit, nanana. Clairement, oui, et je vais vous en parler. Il y a il y a un moyen de faire ça avec des stratégies de gestion automatique. C'est-à-dire, le flux, c'est vous qui devez structurer le flux, donc savoir où vous en êtes du flux, etc., etc. Ok ? Le flux ne permet pas de faire du reverse, je vous rappelle, puisque vous n'achetez jamais le premier flux. Donc normalement, vous devez attendre qu'il y ait une réaction préliminaire et vous allez suivre sur la séquence flux numéro 2, 3, éventuellement. Ok ? Donc c'est bien de comprendre que le flux, j'ai bien compris, la plupart du temps, ça vous emmerde. Enfin, c'est pas ça vous emmerde, mais ça vous gêne parce que vous ne pouvez pas acheter le bottom. Donc pour ceux qui veulent vraiment faire du reverse, je vais essayer de vous donner 2-3 pistes de travail, justement, en allant toujours pareil, 2 voire 3 UT en dessous, guère plus, on ne va pas beaucoup plus loin que ça, et on part toujours d'une analyse à faible risque. Je répéterai jamais assez, je pars du principe que là vous vous êtes expérimenté, donc vous savez faire ça, d'accord ? Celui qui se plante sur l'analyse à faible risque va directement au carnage sur le fait d'aller trader ça 2-3 UT en dessous, ok ? Ça va pour tout le monde jusque-là ? Ok. Alors, donc, l'idée de base, c'est vraiment la même chose que la stratégie de flux, sauf que si vous voulez faire le reverse, c'est-à-dire vous voulez choper le premier flux, d'accord, euh, ou en tout cas, voilà, vraiment acheter le bottom, ou en tout cas vous positionner en amorce de la zone de gestion à faible risque. Donc concrètement, vous arrivez sur la zone de gestion à faible risque, soit un repli dans le sens de la tendance que vous auriez identifié, donc par exemple une stratégie de suivi de tendance, ou éventuellement votre tendance est bien mature, on essaie de racheter le pullback, donc vous savez identifier ces trucs-là, vous connaissez les zones d'achat des pullbacks, retracement 23% minimum, éventuellement 38%, et quand on est à proximité de cette zone, qu'on a déjà clôturé sous les 50% de contexte, etc., vous savez que vont se proposer des stratégies acheteuses. Là, vous pouvez commencer à vous dire, ok, je vais 2-3 UT en dessous, et je commence à cartoucher, ok ? Même chose, comme on l'a dit, dans les bas de range, quand vous avez un putain de range identifié et que vous êtes sur la zone de gestion à faible risque, vous pouvez appliquer ce truc-là. Même chose dans le haut du range, etc. Ok ? Donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, par exemple, tenez, on va prendre Remix, parce que pour ma part, il est parfait. Je n'avais pas prévu, mais... Donc là, vous avez bien capté le truc. Alors, Remix, il est un peu emmerdant, mais bon, j'avance un petit peu sur la stratégie pour vous dire, a priori, Remix, il me semble que ça va être un gros range, d'accord ? C'est-à-dire, je suis pratiquement sûr ici qu'on va aller renverser le contexte ici. Anticipons un peu, ok ? Ou pire, on va même faire de l'anticipation, d'accord ? C'est le plus haut niveau de gestion du risque, c'est-à-dire, quand vous avez un range établi, que vous avez une zone de gestion à faible risque, vous savez où vous pouvez appliquer la stratégie. Maintenant, admettons, vous voulez faire pire que ça, c'est-à-dire, vous avez une conviction dans le marché. Là, par exemple, moi je vous dis, je pense qu'on est sur des points bas structurels de pricing des métaux, rares en l'occurrence, et qu'on n'ira pas plus bas. Point. Donc, si je veux faire une allocation de portefeuille sur ce truc-là, je suis obligé donc de faire un forecast et de dire, pour ma part, ici, on va faire un creux ascendant. Donc déjà, première chose, j'ai un niveau d'invalidation. D'accord ? On ne doit pas faire de nouveau plus bas. Ça veut dire que ici, concrètement, je suis obligé d'invalider la stratégie. Ce que ça me dit, c'est qu'on est aujourd'hui à 40, et ça me dit, normalement, structurellement, on ne peut pas aller sous les 20. D'accord ? Je me dis, ce truc-là ne peut pas perdre 50% de plus. On est complètement à l'envers des fondamentaux et arrêtons les conneries. D'accord ? La seule fois où on a été sous ces niveaux de prix, c'était pendant le Covid. Et pour ma part, c'est structurellement impossible d'y retourner. OK ? Ça va pour tout le monde ? Donc ici, on va se dire, si je forme un support et que je cherche des éléments d'achat, d'accord ? Donc soit parce que j'ai un range établi, nanana. Donc là, vous avez vu, en l'occurrence, c'est pas le cas. OK ? Puisqu'ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai globalement un range vendeur, avec un rejet des contextes vendeurs la dernière fois. Donc normalement, vous savez, ça fait quoi ce genre d'actif ? Ça va plus bas, d'accord ? Normalement, on fait un nouveau plus bas sur un truc pareil. Donc là, normalement, votre zone d'achat à faible risque, elle est à 19. Moi, je dis, on ne va pas à 19 et on ne fera pas de nouveau plus bas. OK ? Donc, à partir de là, il faut se démerder. Elle est où ma zone de gestion à faible risque dans ce cas-là ? Est-ce qu'elle est en mensuel ? Elle ne peut pas être en mensuel, comme on dit. Ici, en mensuel, ma zone d'achat, elle serait à 19. Si là, je dis, ça ne va pas à 19 pour des raisons fondamentales, je suis obligé de descendre d'un cran.
de chercher, et je rappelle, on achète toujours dans un contexte. Au moins, voilà, donc là, ce serait a priori au moins l'hebdomadaire. Ici, il n'y a pas de souci, je peux mettre en place une stratégie acheteuse. Là, j'ai bien un range qui est neutre et je mets mes fibos. Ok, je suis bien dans ma zone fibo acheteuse et donc ici, j'avais des achats, là aussi, d'accord, j'étais bien sous mes contextes, etc. Ça marche? Ça va pour tout le monde, ça? Ah, ça peut pas être en daily, hein. Là, désolé gars, je vais pas sur les... Enfin, normalement, les règles de gestion faible risque sur des ranges et conneries du genre, voilà. C'est de dire, là, a priori, vous êtes en range vendeur mensuel. C'est ça la vraie stratégie à faible risque. Maintenant, si vous voulez absolument déclencher un achat ici, normalement, on a dit, ça se fait sur des signaux de tendance au niveau du canal de tendance. Voilà. Donc, les signaux de tendance, vous les avez. On a les divergences, on a tout le bordel. Et on voit bien, donc, ce sont les zones qu'on avait identifiées tout à l'heure. Ok, donc on descend et on va voir où sont les alertes que vous avez sur l'indice. Bon, pour ma part, ici, l'exit, là, c'est cadeau. C'est de dire, si vous ne payez pas ici, je ne comprends pas ce que vous faites. Ok? Là, on est donc un cran en dessous. Donc, on est sur une gestion du risque mensuelle. Ok? Et on va chercher un contexte hebdomadaire de range pour se positionner. Bah, vous avez ici les signaux de range. L'algo qui vous donne les bornes du range. Vous avez des exits. Ça veut dire quoi, exit? Ça veut dire tu veux encore que ça aille plus bas? Arrête les conneries, tu payes, tu mets un stop un peu large et ciao, bye bye. Ok? Exit, c'est on a tiré le max du max du max de tout ce qu'on peut tirer, quoi. Ça veut dire, moi je suis désolé, quand j'ai un exit, je paye direct. Terminé. Je réfléchis pas et j'ai pas peur de me mettre contre les mecs en face de moi. D'accord? Exit, c'est vous êtes débile en face de vendre, je vous dégommerai avec probablement beaucoup de chance. Malgré le squeeze, rien à foutre du squeeze. Moi, quand j'ai un exit, je fonce. Exit égale parfait comme type de signal contrarien. D'accord? C'est typiquement le signal où si tu veux aller dans l'autre sens, vas-y. Tu as la légitimité technique de te mettre face au consensus. A priori, ici, tout le monde est bear. Le squeeze, comme d'hab, il te donne le premier objectif, borne opposée. D'accord? C'est a priori, on va frapper les bornes des Bollinger. Donc, tu vas sortir du squeeze a priori par un excès baissier et boum, direction la borne opposée. Ça veut dire on est déjà à 40, premier objectif, 70% de gain. C'est pas dégueu. Non, alors, plus vous descendez en time frame, plus vous allez chercher des risk-reward élevés. D'accord? Parce qu'on n'oublie pas que, quoi qu'il arrive, quand on va prendre du risque, l'objectif, c'est de tirer le trade sur la gestion à faible risque. C'est-à-dire, je vais aller me positionner sur des UT inférieures, tout en maintenant les objectifs de ma gestion à faible risque. C'est-à-dire, là, concrètement, ici, vous voyez d'ailleurs, la validation, elle ne sera pas vraiment là pour ma part. La validation, ça va être retour au canal de tendance. Bon, je vais remettre le canal de tendance quand même. Voilà. Donc, il est où mon canal de tendance? Voilà, il est là. Donc, effectivement, ma validation, elle est quelque part par là. Donc, ça veut dire, comme on l'a dit, déjà de base, sur ma gestion à faible risque, il n'y a pas de take profit avant d'avoir fait au moins 70% de gain sur la position. Quand même plutôt pas dégueu, d'accord? En sachant que si je me positionne ici, comme on l'a dit, le stop serait de la taille du canal de tendance. Là, on l'a dit, en l'occurrence, le stop, on a dit le stop max, il serait à 20, parce que je pars du principe qu'on n'y va pas. Donc là, comme on a dit, si je me mets en hebdo, la taille de mon canal de tendance ici, bon, elle est un peu toute petite vu qu'on l'a squeezée. Prenons dans ce cas-là 50% du contexte, j'ai un stop de 17. Comme on l'a dit, je suis à 39, le stop de 17 m'amène effectivement vers les 20. Donc là, ici, alors même que je vise ça, alors je vais essayer de choper les risk-reward, voilà. Ça veut dire, si je me positionne par là, donc sur cette zone, on a dit a priori pour ma part, le signal il était vers là, là où il y a eu les exits, clôturés. Donc j'ai ma première target là et mon stop serait a priori vers 17-18, donc un stop à 21. Et là, vous voyez, première des choses, j'ai un risk-reward de 2 à la validation. D'accord? Ça veut dire, encore une fois, mon objectif ici, c'est quoi? C'est je fais contexte à contexte, je ne fais pas de nouveau plus bas, donc je vise au moins au-dessus de ça. Ok? Ça veut dire ici dans ce trade, mon objectif minimum, il est là. Et là, on est au-dessus d'1 pour 5. Ok? Donc là, tout de suite, vous devez vous dire, ok, je peux gagner 5 fois plus que mon risque, donc je prends mes petits papiers et je m'assure bien de ne pas avoir fait de conneries. Mon analyse à faible risque est-elle bonne? Oui. Est-ce qu'elle est viable? Oui, machin, etc. Est-ce que j'ai bien tous les éléments de gestion du risque pour entrer sur les time frames inférieurs?
histoire de ne pas y aller le cul à l'air, la réponse ici, elle est oui. Est-ce que je prends ce trade? Oui. De toute façon, moi le premier, hein, je vous le garantis, je bourrine Remix depuis le mois d'août l'année dernière. Je ne fais que charger ça dans les portefeuilles. Dès que j'ai du cash, ça part dans Remix. Et puis voilà. Ok? Donc objectif 125 minimum. Et on paye cette merde 40 avec un stop à 20. Ça veut dire que si le trade fait son effet, d'accord, ça va prendre peut-être 2-3 ans, probablement, mais on fait encore une fois 500% sur la position. Ah non, mais vous ne pouvez pas mettre plus de 2-3% de risque sur un trade global normal. Maintenant, moi, en allocation de portefeuille, aujourd'hui, je pense qu'il faut rester pondéré sur ces trucs-là. Donc moi, clairement, aujourd'hui, je charge dans tout ce qui est commodité, je surpondère. Donc Remix, je le monte à 5% du portefeuille. Ça veut dire que si cette position, elle paye, elle va me payer 25% de gain. Comment ça, t'es chaud? Non, mais encore une fois, là, j'achète pas des trucs pump and dump scheme qui valent zéro, d'accord? On achète des métaux précieux, donc, enfin des métaux rares. Donc, comme on a dit, au pire, je me trompe et je vais liquider avec 50% de perte. Mais est-ce que réellement, je vais liquider la position? J'en ai rien à foutre, j'ai la marge qu'il faut, en fait. Donc, au pire, il faut juste que je maintienne un taux de marge à 50% de perte. Et a priori, pour moi, les métaux, ils peuvent pas aller à ce prix-là. Ça fait aucun sens. Et puis, s'ils y vont, bah, c'est une question de est-ce que je prends ma perte ou est-ce que je patiente un peu plus pour revenir à mon prix d'entrée plus tard. D'accord? En sachant qu'au pire du pire, comme on l'a dit, si je mets 5% de portefeuille en marge, la perte maximale, ce serait 10% de portefeuille. Ça veut dire que ces trucs-là valent zéro. Voilà. C'est pas possible, encore une fois, ce sont des commodités. Enfin, à quel moment les métaux rares valent zéro? C'est pas possible. D'accord? Il faut que vous compreniez ça quand vous achetez des biens tangibles. D'accord? Alors certes, une entreprise, elle peut disparaître si elle a une charge de dette supérieure à ses actifs, etc. Mais encore une fois, dans ce cas-là, on fait attention à ce qu'on met en portefeuille. Moi, là, je vous parle de surpondérer pour de bonnes raisons. D'accord? Je ne sais pas parce que j'ai envie que ça monte et que je suis super confiant. Non, c'est parce qu'encore une fois, ça ne peut pas structurellement aller à zéro. Là, j'ai tous les éléments pour me mettre face aux gogoles qui veulent vendre ça. D'accord? Je pense qu'il n'y a aucune chance qu'on atteigne l'objectif du range vendeur. Donc pour ma part, c'est ici que se situera l'invalidation technique de mon trade. C'est là où je dirais je me suis trompé. Est-ce que ça veut dire que je vais déclencher des stop-loss là-bas? Clairement, vous avez la réponse, c'est non. Je ne vais pas déclencher des stops là-bas. Mais par contre, ça veut dire, bah tant pis. J'ai clairement payé 2 fois trop cher. Mais je ne pense pas une seule seconde qu'on va là-bas. D'accord? J'ai tous les éléments de gestion en hebdomadaire qui me montrent qu'on est en train de tirer comme des Mongoliens dans le bas du range avec des exits. Et oui, je me fous en face. Point barre. Ok? Ça va pour tout le monde? Donc ça, c'est un des premiers exemples où, comme on l'a dit, si vous voulez remonter dans des... Ah oui, alors, désolé si vous avez vos micros, essayez de les couper. Alors, bien sûr que le fait de venir squeezer ton canal de tendance ici, d'accord? Qu'est-ce que ça vous dit le squeeze? Le squeeze, ça vous dit normalement, on est plutôt basé sur il n'y a pas assez de prix, donc attention, la sortie peut être volatile. Le deuxième élément, n'utilisez pas la taille du canal de tendance pour gérer vos stop-loss. Il est donc de facto beaucoup trop petit et comprimé, ce canal de tendance. Et le troisième élément, comme je vous dis, c'est que vous pouvez switcher en mode volatilité. Dans ce cas-là, vous vous mettez en mode borne de volatilité et vous savez qu'on va aller frapper la borne opposée. OK? C'est tout ce que vous savez avec ces squeezes. La troisième partie, là, le fait d'aller chercher la borne opposée, c'est vraiment réservé aux expérimentés. Comme on a dit, ça veut dire essayer d'exploiter le manque de volatilité. Mais encore une fois, tranquillou là-dessus, quoi. D'accord? Ça va pour tout le monde sur ce premier point-là? D'accord? Donc vraiment bête et méchant, gestion à faible risque. Et ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je vais à plus court terme chercher des stop-loss plus petits, toujours dans des contextes, d'accord? Et je vais extrapoler ce trade sur le time frame supérieur. Je ne vais pas plus loin que 2 crans en dessous, d'accord?
Là, globalement, un cran en dessous, vous voyez que ce qui serait une gestion du risque classique de achat de bad range, donc un risk-reward 1 pour 2 maxi, vous arrivez à le transformer en plus d'1 pour 5 en allant juste sur l'UT inférieur. Juste parce que cette fois, vous avez réduit la taille du stop loss, mais l'objectif est le même. OK? Ça va pour tout le monde? Voilà. Donc, dès que vous êtes au-dessus de toute façon d'un objectif qui se situe à plus de 5 fois la taille de votre risque, il faut vraiment vous dire que soit vous êtes en train de faire énormément de merde, soit vous êtes en train de mettre les doigts dans des patterns un peu plus expérimentés. Et là, il faut vraiment faire attention à bien maîtriser toute la courbe de risque. OK? Bien savoir ce que vous faites, pourquoi vous le faites, etc., etc. En sachant que du coup, ce trade hebdomadaire va nécessiter la patience d'un trade mensuel, d'accord? Puisque globalement ici, l'objectif, c'est un bad range mensuel. Ça va pour tout le monde? Voilà. Vous allez juste sur des UT inférieurs, vous positionnez plus précisément, plus agressivement donc, et vous allez surtout réduire la taille de votre stop loss. Donc mécaniquement ici, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train d'augmenter la taille de position, puisque vous allez toujours prendre 2% de capital sur ce trade, mais avec un stop loss qui est probablement 2 à 3 fois inférieur à ce que vous auriez pris sur la taille, sur le risque sur le time frame de référence. Okay, et c'est de là que vient la multiplication de votre risk-reward, par la diminution de la taille du stop loss. Mais par contre, qu'est-ce que ça fait de diminuer le stop loss? Ça fait que si le marché il est volatile, il va vous dézinguer votre gueule. Ok? Donc évidemment, c'est plus risqué. On ne gagne pas 1 pour 5 aussi facilement qu'on gagnerait 1 pour 2. Qu'il est beau. Non, rien. Ok, pardon. Du coup, ça va pour cette question-là, c'est bon ou pas? Alors, pardon, je me permets d'insister sur le squeeze en hebdomadaire. Peut-on s'en servir sur la gestion du risque? Mais évidemment, je vous rappelle que quand vous avez des squeezes, ça fait partie des informations que vous devez récolter. Donc, on se met en replay, d'accord? Comment on réfléchit dans ce truc-là? Donc, comme on a dit, de toute façon, on ne réfléchit pas avant ici. Parce que donc, si je force en hebdomadaire, d'accord? Là, ici, mon contexte, ça va être de dire, j'ai ma moyenne à l'intérieur des contextes. Le moins que j'attends, c'est d'être sous les contextes et je veux au moins qu'on soit sur une borne nœud, enfin un classico quoi. Donc là, ok, je me pose la question de commencer à réfléchir à achat. J'ai quoi comme signaux là? J'ai que dalle, j'ai nada. Là, si tu payes ici, désolé, mais il faut y aller vraiment doucement. J'ai pas dit qu'il fallait pas y aller, j'ai juste dit, là déjà, tu es sur un time frame en dessous de ce que tu devrais faire, t'as pas de signaux, tu vas le cul à l'air. Donc là, ok, mais tout doucement, d'accord? C'est de dire, si tu veux absolument rentrer, tu as une borne neuneu, mais tu n'as aucun signal, même pas de cassure, enfin, je veux dire, t'as même pas de breakout, il y a que dalle, quoi. Ok? Donc tranquille, on attend. Là, tu commences à avoir des signaux et tu vois que ça squeeze. Donc, qu'est-ce que tu fais dans cet environnement-là? Tu peux commencer, on est d'accord. Là, tu commences à avoir des bribes d'éléments. C'est pas encore suffisant pour ma part. Ok, là, c'est vachement mieux. Qu'est-ce que j'ai là déjà qui rend le truc beaucoup plus intéressant? Déjà, j'ai un exit, j'ai eu une détection de l'algo. Là, franchement, j'ai des éléments beaucoup plus sexy. Donc là, j'ai du squeeze, un exit, une détection d'algo. Franchement, là, moi, je suis chaud de mettre une position. Ok, je suis bien toujours sous les contextes, dans ma zone FIBO, tutti quanti. Moi, ici, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour y aller. Ok? Voilà, ici tu manges même la deuxième détection de contexte. Là, moi honnêtement, si tu y es pas, sur tous les replis, let's go quoi. Ok? Oui, en plus j'avais oublié, je crois qu'il y a un gros dividende là-dessus. Ouais, voilà. Vous vous rendez compte du dividende qui est payé? Donc là, sexy le truc, hein.
ça vous paye quand même 3-4% de dividendes par an, le truc, hein. Donc, encore une fois, les autres machins à côté, là, qui vous distribuent rien du tout, si ce n'est des promesses pour 20 ans, voilà. Enfin bref, c'est une autre histoire, ça. Ok, donc ça va pour tout le monde, normalement. Donc, comme on dit, quand vous êtes sur des time frames inférieurs, soyez exigeant, d'accord? Le mieux que vous avez à faire, moi je vous explique comment je travaille, c'est vraiment de dire dans ces zones-là, quand je sais que je veux y aller et que je veux choper une borne, c'est-à-dire je veux clairement être agressif, je veux chercher ces risk-reward supérieurs à 1 pour 5, j'utilise les alertes. D'accord? C'est vraiment, moi je me fous là-dessus et je vais foutre comme ça, je vais faire framework et je fais all context. Voilà. Ok? Ok, ça va pour tout le monde? Donc là, clairement, ça veut dire, bah, dès qu'il y a un contexte qui est détecté, je viens sur le graphique, je regarde ce qu'il y a, je regarde la nature des signaux, et puis voilà. Normalement, l'algo, il doit déclencher des patterns quand vous êtes en train de travailler une zone, et ça fait que vous n'allez peut-être pas rentrer super optimum. Tu vois, ça veut dire là, par exemple, le pire que je pouvais faire, c'était de dire, quand on arrive là, ah, j'ai pas encore assez d'éléments, et ici, quand celle-là de bougie clôture, bah ici, à 44, normalement, j'ai déjà un bon prix. Ok? Ça veut dire ici, à la clôture de cette bougie, là, franchement, vous avez toutes les infos. Il y avait un gros exit, etc. Let's fucking go, quoi. Ok, ça veut dire que là, bah, soit vous choisissez de payer là, vous dites ok, c'est un peu cher, soit effectivement, bah, j'essaie d'acheter sur repli ou un truc comme ça, voilà. Mais là, en tout cas, vous avez les éléments de gestion. Maintenant, vous avez les informations. Pour ma part, c'est bullish. Point. J'achèterai les replis là-dessus, sans réfléchir. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. C'est là où j'ai chargé Remix moi l'année dernière, et là je charge comme une brute, hein. Rien à foutre des supports. Enfin, rien à foutre des bears. Je paye tous les supports de Remix toutes les semaines. Alors peut-être pas toutes les semaines, mais pas loin. Enfin, en tout cas, là, j'en ai racheté hier. Je lâche rien, voilà. Pour moi, les boules, on lâchera pas la zone des 39. On va la garder, on va la tenir, et puis quand on va bourrer derrière, on va chercher quoi? Comme on l'a dit, au moins la borne opposée. On a notre validation mensuelle là-bas, etc. Tout le bordel. D'accord? Ce truc-là, une fois qu'il part, on va faire x2, hein. J'espère que vous avez capté le truc, quoi. Voilà, voilà. Donc celle-là de pattern, elle est relativement claire. Maintenant, on peut l'extrapoler à plein, plein d'endroits. D'accord? Par exemple, une où je sais que je l'ai appliqué moi et je vous ai dit de le faire aussi, c'était par exemple l'USD Yen ici. D'accord? Sur cette grosse zone-là, où c'était vraiment extrêmement facile de prendre le reverse, mais vous voyez que sur l'UT à faible risque, on était emmerdé. Ici, on a une troisième borne en retard, c'est fait chier, faut l'anticiper. D'accord? Donc là, il faut prendre du risque. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah là, bah, même chose. Ça veut dire, je vais aller me positionner en daily et je regarde ce que j'ai là pour travailler là-dedans. Bon, bah, comme on l'a dit, ça tombe bien, je suis bien hors des contextes. Enfin, vous voyez que dès qu'on a essayé de déborder les contextes ici, ça prend pas. J'ai les détections de l'algo. Let's fucking go. Il vous faut quoi encore sur un truc pareil pour pas y aller, quoi? Là, il n'y avait pas trop de signaux, par contre. Donc, ouais, c'était vraiment le cul à l'air sur les signaux. Ouais, ouais, oui, ça manquait complètement de signaux, hein. On est d'accord. Ok, mais moi j'utilise souvent ça, là, voilà. Vraiment la détection de contexte sur les UT inférieures, ça vous permet d'une part d'arrêter de regarder les graphiques tous les matins, euh, parce que bah, vous avez un système d'alerte, donc vous savez que là encore une fois, on est en daily, hein. Ça veut dire je sais que j'ai aucun risque sur le fait que je raterai ou pas le trade, je m'en fous. Au pire, je vais le voir le soir et je prendrai la position le lendemain. Il n'y a pas d'histoire de oh mon Dieu, il faut que je retourne devant l'ordi en un quart d'heure, ok? Mais vraiment de se dire je m'en balèque, j'ai les alertes, j'ai pas besoin de regarder tous les jours. Dès que ça déclenche, je sais qu'il se passe quelque chose, je viens, je regarde les signaux et ça me dit si oui ou non je dois me presser, c'est-à-dire vraiment je rentre maintenant, etc. Ou je commence à rentrer des positions, tout doucement, et j'y vais à travers le temps. Et par contre, dès que j'ai un signal, après je bourrine, hein. Voilà. C'est par exemple, bah, comme on l'a vu sur Remix, moi dès qu'il y avait l'exit, c'était allez tous vous faire foutre, j'achète le bottom. Ok. USD Yen, c'était bah je suis pas pressé, voilà, tranquille. Ok.
Ça va pour tout le monde? Donc, basé sur la gestion du risque, toujours son travail. Quand on arrive sur la zone, on récolte les informations. Donc, est-ce que j'ai des targets de break? Est-ce que j'ai des squeezes? Est-ce que j'ai des signaux momentum? Est-ce que j'ai des détections de l'algo? Et j'agglomère tout ce petit bordel et ça me permet de savoir si je dois y aller fort, si je suis pas pressé, c'est-à-dire j'attends de meilleures conditions, etc., etc. Ça va pour tout le monde? Parmi les infos que je peux vous donner aussi, d'accord? C'est un truc que j'utilise moi souvent, c'est-à-dire qu'en absence de signaux, j'en avais parlé là justement à toi, Café, etc. C'était de dire, il y a un schéma que j'utilise souvent, c'est, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais le marché a souvent tendance à utiliser des schémas en triplette, d'accord? C'est-à-dire, bah, en gros, third is the charm, comme disent les Anglais. C'est, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai 3 détections de contexte, bah, la troisième, je la paye toujours. Rien à foutre qu'elle ait des signaux ou pas. Voilà. Donc c'est de dire, bah là j'ai la détection de contexte de range vendeur, d'accord? C'est-à-dire là franchement, si ça avait réagi là-dessus, on aurait tout pété sur l'USD-Yen. On revient remettre 2 coups ici, j'ai 1, 2, 3 sur la même zone, je bourrine le troisième, toujours. Alors si en plus le troisième me sort des exits et des trucs comme ça, j'hésite pas à y aller comme un cochon. Ok? Voilà, juste ça, vous le mettez dans un petit coin de votre tête. Quand vous travaillez une zone et que vous enquillez 3 gestions du risque, enfin 3 détections d'algo, moi la troisième, j'y vais. Point. Ça veut dire, on a déjà donné 2 chances avant. En général, bah, comme je vous dis, alors 3 en allant toujours plus loin. Hein. L'intérêt, c'est, voilà, normalement, il faut donc 1, 2, 3. En allant grignoter toujours plus loin, moi, quand j'ai 3 signaux dans la même zone, je dégomme à la troisième. Ah si, bah, de mémoire, quand on en avait parlé tous les deux, c'était exactement pour ça. Voilà. Alors, autre cas de figure qui doit être assez emblématique. Non, pas forcément. Tiens, regarde, par exemple, le gold. Je vois pas mal de monde qui cherche le top sur le gold en ce moment. Bah, par exemple, donc ceux qui cherchent le top sur gold, eh ben, allons-y. Donc déjà, on cherche la gestion à faible risque. On est au moins sur du mensuel. Regardez la gueule des contextes mensuels. D'accord? Ça doit vous éclairer sur le fait que c'est même pas mensuel, c'est probablement trimestriel. Voilà, donc tranquille, ok? Vraiment, ça veut dire là, le maximum que je peux faire en termes de gestion du risque, c'est de l'hebdo, quoi. Je peux pas aller en dessous de ça, ça fait aucun sens. Donc vraiment, le gold, faut le regarder en hebdo, ok? En sachant qu'évidemment, le mensuel, pour l'instant, vous donne pas le moindre signal, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait sur ce truc-là? Pardon, pas ça. On fait alerte, gold, mensuel, ok? Bon, en sachant que moi, perso, comme j'ai le compte pro, en fait, moi, j'ai mis des alertes hebdo et mensuelles sur tous les assets. Voilà. Donc, ça veut dire je suis de toute façon ce qui se passe sur toutes les clôtures hebdo et les clôtures mensuelles. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas mettre une alerte spécifique pour le gold, puisque je l'ai déjà, cette alerte. Bon, vous, si vous n'avez pas ce type de compte, bah, vous mettez une alerte sur gold, point, voilà. Vous mettez Gold, Framework, All Context, et puis terminé. Voilà. Bon, vous, là, en l'occurrence, ce qui vous intéresse, c'est les contextes baissiers, mais bon, on s'en branle, vous mettez All Context. OK? Ça va pour tout le monde? Donc vous le faites en mensuel, puis évidemment, bah là, vous le faites en hebdo aussi. Et vous voyez, bah, on en est où? D'accord? On arrive dans ma zone, j'ai déjà 2 détections de contexte, la troisième, je cartouche. Oula, alors, les alignements de troisième borne, c'est éminemment encore plus risqué que ça. Alors là, vous allez mais direct dans le rouge du rouge au niveau du compteur de tours en termes de prise de risque. Je ne sais même pas pourquoi je vous ai partagé ça à l'époque, tellement c'est hyper stress, enfin hyper compliqué, d'accord? L'alignement de troisième borne, j'ai rien contre ça, hein, d'accord? Mais vraiment pour ma part, en termes de complexité par rapport au rendement que ça procure, oui, oui, mais c'est très bien. En fait, si tu captes l'alignement de troisième borne, c'est un peu la même chose que la règle 3 détections de contexte, etc. Sauf que la différence, c'est qu'il y en a une qui est extrêmement simple et l'autre, j'ai peur que vous en mêliez les pinceaux. Donc, c'est pas que je veux pas que vous le fassiez, c'est juste, si vous voulez commencer à apprendre des patterns expérimentés, moi, à votre place, je commencerai plutôt par ça. De dire, vous avez 3 détections de contexte, dégommez-moi la troisième.
Maintenant, si vous voulez faire des alignements de 3 BR, bah écoute, là, il faut aller vraiment 3 time frames en dessous, etc. Donc là, on est en trimestriel. Donc il faut déjà chercher des ranges. Donc tu vois que là, le truc range même pas. Regarde, en daily, c'est n'importe quoi. Là, il faudrait aller en 4 heures pour aller chercher des troisièmes bornes. Donc ok, et encore, mais regarde, mais même là, en 4 heures, le truc ne veut pas ranger, quoi. Je sais pas si tu te rends compte, quoi. Donc tu as une troisième borne qui doit se traîner par là, mais alors, laisse tomber le bordel. Il n'y a rien qui passe. Là, moi, pour ma part, faites pas d'alignement de troisième borne sur cette saloperie. Hein. Vous pouvez, hein, mais globalement, voilà. Là, pour aller trouver des troisième bornes, il faut descendre en 4 heures. D'accord? 4 heures alors qu'on est en trimestriel. J'aimerais que vous vous réveilliez un moment, quoi. Mais alors, là, la réponse, c'est quoi? Pourquoi ici, ça déconnerait? Oui, faut pas aller beaucoup plus loin que des UT-3, quoi. À votre avis, pourquoi? Parce que même en trimestriel, regarde l'excès. Le truc est juste, mais c'est parabole, quoi. Ça part tout seul, c'est l'infini et au-delà, quoi. Donc c'est excessif par nature. Donc là, dans un marché excessif, vous essayez de vous mettre à la vente. Moi, encore une fois, je ne pense pas que ce soit très malin de vendre le gold. Maintenant, quand le sommet va être fait, on va mettre 15 ans derrière. Hein. Enfin, 10-15 ans de consolidation sur le gold. Hein, je vous rappelle, tout le monde se trompe, tout le monde pense que c'est la fin du monde, on va tous mourir, il faut acheter du gold, ils vont imprimer des dollars par million, etc., enfin par milliard. Nope, c'est n'importe quoi, ils se plantent, il ne va pas du tout y avoir QE to infinity, ils sont tous en train d'acheter du gold comme des teubés, et on va mettre 10 ans derrière à recadrer le money supply. Parce que la stagflation, ça ne va pas du tout être sexy. Hein. Alors, ça par contre... on peut le faire sur Bitcoin. Donc, je ne vous ai pas dit que la pattern d'alignement des troisièmes bornes n'était pas bonne. Hein. Au contraire, elle est très très bonne. Hein. Mais attention, en fait, le fait d'avoir 3 détections de contexte, ça ne dépend pas de vous. D'accord? Ça veut dire je sais qu'il n'y a pas d'erreur, dans le sens où l'algo, bon, il n'est pas parfait, il peut être imparfait lui aussi, d'accord? Mais j'ai plus confiance en mon algo qu'en vous. Bêtement, hein, d'accord? Donc la différence, c'est qu'avec l'algo, vous êtes obligé d'analyser ce que vous avez devant les yeux et vous ne pouvez pas vraiment interpréter. Vous avez 3 signaux dans la même zone, entre guillemets, où vous voulez faire du reverse, que vous tapiez sur le 3e signal. Pour moi, en termes de risk-reward, c'est OK. Maintenant que vous commencez à faire les alignements de 3e borne, je dis clairement OK si vous le faites correctement. OK, donc on va faire l'exemple. On disait Bitcoin, on est plutôt sur une zone mensuelle. D'accord ? Les contextes mensuels sont un peu volatiles, mais on est OK. Donc, si vous cherchiez ici, et encore, tu vois, pour ma part, Bitcoin, c'est plutôt cette année qu'il faudra chercher et au-dessus de 114 000. Donc, tu vois, déjà, pour ma part, chercher à la vente ici, compliqué, parce que je n'ai pas vraiment de contexte. Ici, vous étiez en train d'exploser les ATH, en train d'exploser les contextes. Voilà, moi, a priori, j'aurais plutôt dit, cette année, il faut chercher des ventes au-dessus de 114. Voilà, et c'est dire, dans un contexte mensuel sur Bitcoin, c'est plutôt ça que j'essaierai de faire. Ok. Donc derrière, on a dit on descend petit à petit et on regarde. J'ai que dalle sur l'UT inférieur, j'ai pas la moindre détection de contexte, est-ce que j'ai besoin de... Voilà, non. Donc je descends 2 crans en dessous, ok, ah bah tu vois, voilà, ça commence à péter, 1, 2, et celle-là, à mon avis, t'es pas du tout sur la même zone de prix. Là, t'étais... Ouais, quoi que si, hein, ouais. Non, là, t'étais encore en ATH déjà? Oui, ok. À voir. Moi, j'aurais dit effectivement, bah, j'ai 1, 2 et bah voilà. Est-ce que j'ai des bons signaux ici? Regardez, on se remet dans le contexte. Donc celui-là, est-ce que là j'ai des trucs à frapper là? Quand j'ai ça, pas ouf, hein, j'ai un take profit, franchement pas génial quoi. D'accord, je vous rappelle, là vous êtes agressif, hein, vous allez sur les time frames inférieurs. Là, il faut pas, faut vraiment chercher des bons signaux quoi. Donc moi, j'aurais pas franchement fait mes muses ici. Par contre, sur la deuxième détection, donc là, pouf, hop, l'algo sonne chez vous. Ok, qu'est-ce que j'ai là comme signaux? C'est peut-être un peu mieux là. J'ai des targets de break. J'ai pas de signaux sur le momentum, étrangement d'ailleurs. Je sais pas trop pourquoi. Donc bah là, si je veux y aller, j'y vais, mais doucement quoi. J'ai pas des éléments euphorisants de ouf quoi. Et je me dis surtout, j'ai 1, 2. Si j'ai un 3e signal là à 112, 13, je cartouche. Surtout qu'on a dit, j'aimerais bien vendre à 114. Donc justement, est-ce que votre sommet là sur Bitcoin, il est hyper strong, genre vraiment tout le monde a vendu Bitcoin? Moi je pense pas quoi. Donc, j'ai dit, je pense qu'on fait un top par épuisement, mais qu'on va aller plus haut.
D'accord? Si vous vouliez vendre Bitcoin ici à 104 000 dollars, pour ma part, les éléments de gestion, c'était pas ouf, quoi. Enfin, moi, je vois pas d'intérêt ici de cartoucher Bitcoin en mode ça y est, c'est fini, quoi. Ça va ou pas? C'est pas, il y a rien. Non, non, non. Pour moi, c'est pas rien. C'est de dire, si je voulais réellement être agressivement vendeur, je l'aurais été ici à 113, 114, 115. Si on y était revenu ici et qu'on m'avait fait une troisième détection de contexte, là, je bourrinais. Enfin, je bourrinais. Là, je me mettais vendeur Bitcoin avec un vrai edge sur le portefeuille. OK? Là, rien à foutre. Je vous dis, moi, en l'occurrence, mes Bitcoins, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai swappés en Ether. C'est tout. Il n'y a pas eu de véritable volonté baissière pour ma part, pour l'instant. OK? Alors, la recherche de deuxième borne en fonction du volume profile, on pourrait revenir un peu dessus. Waouh! Bon, alors, Dieu sait que j'en fais des erreurs et je préfère parfois autant l'admettre en tant que tel, d'accord? Ça, je pense que c'est une erreur de vous avoir amené là-dessus. En fait, des stratégies, il en existe pratiquement une infinité, mais si vous en apprenez une infinité, après, vous allez vous mélanger les pinceaux de ouf. Ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est plus de trouver le bon ratio, si tu veux, pour que vous puissiez avoir de bonnes informations sans vous perdre en cours de route, quoi. Donc ça, comme je vous dis, 3 détections de contexte, cartouche la troisième. Voilà, franchement, n'hésite pas. Elle procurera toujours une belle gestion du risque. Sinon, eh ben, fais en fonction de la nature des signaux. Plus les signaux sont bons, plus tu y vas. Plus les signaux sont moyens, modestes, plus soit tu y vas doucement, d'accord? C'est de dire, bah ici, si tu veux y aller, vraiment, tu y vas tout doux, quoi. Et tu gardes des cartouches pour plus tard. Ça va? Bon, déjà de base, moi je vois que t'es pas jaune, donc j'ai envie de dire, tu es en train de me parler de deuxième borne de range, et a priori, on n'a toujours pas validé ton niveau sur les tendances. Peut-être valide ton niveau sur les tendances d'abord. Et ça me paraîtrait plus logique déjà dans la structure. Là, je te vois aller pousser le curseur du risque tellement dans le rouge. Chaque chose en son temps, maîtrise les bases, ça c'est vraiment essentiel, parce que rien ne se crée sans des bases solides. Et après, si tu veux aller au-delà des bases, nos problèmes, tu ne seras pas le seul, d'accord? Mais effectivement, vas-y pareil là aussi progressivement. Là, avec tout ce que je t'ai donné aujourd'hui, encore une fois, tu as de quoi bouffer des trades qui rapportent plus de 1 pour 5 ou 6 en risk-reward. Putain, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? Enfin, aller chercher toujours plus loin à un moment donné, je ne sais pas ce que vous faites, mais rappelez-vous aussi que devenir un pilote de course, c'est pas non plus à la portée de tout le monde. Non. Mais Arthur, il raconte pas mal de conneries aussi des fois, hein. Il faut pas, voilà. Mais je la lirai parce que je trouve toujours ses contributions intéressantes. Je ne l'ai pas vu encore pour l'instant. Alors, trading de volatilité, pour l'instant, la base, c'est apprenez, maîtriser la structure des flux. C'est, pour ma part, la trade de volatilité le plus simple et rémunérateur. Toujours pareil, compromis entre complexité et efficacité. Voilà, une fois que vous maîtrisez ça, on peut éventuellement essayer d'aller un peu plus loin sur le trade de volatilité. Mais déjà, cette séquence-là, si vous la comprenez et que vous la maîtrisez par cœur, l'appliquer de base, déjà, ça vous donne franchement pas mal de rendement pour pas beaucoup de complexité. Ok. Les divergences. Normalement, c'est dans le PDF. Enfin, c'est dans le PDF, c'est dans le prési. Donc, normalement, j'aime pas trop cette question. Structure la pattern dans sa largeur. Alors, il faut reformuler la question. Donc, normalement, les règles de base de la divergence sont dans le PDF, sont dans le prési. Non, c'est pas flou. Normalement, ça ne l'est pas, hein. Enfin, est-ce que quelqu'un peut me poster le lien du prési, s'il vous plaît, pour la partie online? Je ne l'ai plus, moi, là, ici. Je ne sais pas où elle est d'ailleurs, mais...
Non, non, mais on va voir. Si j'ai pas fait mon travail correctement, je corrigerai, mais... Non, c'est très bien. C'est tout ça que tu as à savoir. C'est tout. D'accord? Donc, comme on a dit, si tu veux trader en reverse ta divergence, je veux que tu aies fait tes suivis de tendance. Il faut qu'ils soient bien visibles. Tu dois être au niveau du canal de tendance, au-dessus des contextes, avec un trend sine wave supérieur à 80. Tu dois avoir des break sine wave et évidemment un signal de momentum. C'est plus que recommandé. Voilà. Non, mais quand tu as tout ça, tu peux te dire, OK, a priori, ma tendance, elle risque de s'épuiser par là. Donc, si je veux chercher mon contexte de vente dans une tendance haussière, d'accord? Parce que rappel, donc en tant qu'intermédiaire, je récupère des profits, nanana. En tant qu'expérimenté, je récupère des profits et éventuellement, j'essaie de hedger le portefeuille avec une petite vente et hardcore, carrément, je récupère tous mes profits et je vais contre tendance. Moi, je suis désolé, tout a été écrit là-dedans. Je pense qu'il n'y a pas plus à savoir sur la gestion d'une divergence. Attends, avant qu'on revienne sur la volatilité. Est-ce que sur cette question-là, c'est bon ou pas? Alors, la troisième borne du pullback, elle n'est pas obligatoire. Il y aura forcément une troisième borne au moins sur la partie canal de tendance. D'accord? Puisque je rappelle, pour qu'il y ait un pullback, vous devez avoir un range mature sur l'unité inférieure. Normalement, je ne discute pas ça, vous devez le savoir. Donc, d'accord, je pars du principe que vous êtes expérimenté, donc là, on va pas faire on fait pas la revue des trucs de base. Donc, qu'est-ce que vous savez du pullback? Il doit y avoir un range mature sur l'unité inférieure. Donc, il y a forcément une troisième borne sur le canal de tendance, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y en a une sur le contexte? C'est pas obligatoire. Ça n'a pas été mentionné. Donc, s'il y en a une, bah, qu'est-ce que tu fais? Ça dépend. Encore une fois, normalement, il y a une tendance haussière. Donc, plutôt que de chercher à vendre, tu dois plutôt chercher à rester dans le trade acheteur, puisque tu sais qu'on va déborder le range de pullback. On va faire un excès final. Donc, par contre, s'il y a un excès final et que tu le vois, là, pense à te barrer. Voilà, c'est toujours l'intérêt. Maintenant, bah, du coup, est-ce que ça vaut le coup de vendre la troisième borne du pullback? Je te dirais, j'en ai jamais parlé. Ça me semble pas être un bon trade à prendre. Normalement, ce qu'il faut faire dans le pullback, c'est acheter le pullback. C'est-à-dire, quand tu as une quatrième borne sur l'unité inférieure, que tu es sur des niveaux FIBO 23, 38, etc., que tu as déjà clôturé sous les 50% de contexte, que tu as fini ton trend sine wave, cherche plutôt des achats. D'accord? Là encore, tout est dedans. Hein, d'accord? Quand vous avez ces trucs-là, quand vous avez ces éléments-là, cartouche, qu'est-ce que tu veux vendre? On s'en fout des vendeurs. Tu restes acheteur, toi. Il y a une tendance, celui-là. OK? Ok, ok. Alors, du coup, question sur la volatilité. Si les contextes se font éclater dans un contexte de range et qu'on a un range très volatile, est-ce que c'est le moment de switcher en mode Bollinger? Oui. Oui, 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 oui. Alors, de toute façon, donc, de base, si vos contextes se font péter, d'accord, si vous avez vraiment des disjonctions de contextes assez puissantes, il y a souvent deux environnements dans lesquels ça se produit. Soit c'est qu'effectivement, vous allez avoir des alertes de volatilité, et ça, bah, dès que vous avez ça, bah, a priori, ça veut dire effectivement switcher en mode Bollinger. Ça vous donnera en tout cas des zones de gestion un peu plus précises, puisque là, théoriquement, le marché veut juste bourriner la volate, quoi. Il veut chercher des bornes, il veut chercher à aller le plus loin possible. Et dans ces contextes-là, effectivement, on a plus affaire à des déviations standards, standard deviations, d'accord, qu'à des projections linéaires de prix, des canaux. D'accord. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, je vous invite, si vous êtes expérimenté, clairement à switcher en mode Bollinger. Comme ça, vous voyez où se situent les déviations standards. Parce que vos projections linéaires en canal, bah, comme vous voyez, la plupart du temps, elles vont se faire dézinguer derrière. C'est-à-dire, bah, vraiment, l'algo de projection, il est obligé de se recaler parce que c'est brutal, quoi. Ce qui est à l'œuvre, c'est plus la volatilité, plus que les projections linéaires. OK?
Dans ce cas-là, vous avez un marché qui cherche à accélérer, à faire chier, à piéger, plus qu'à projeter. Ok ? La deuxième chose, quand vous avez des alertes de volat et tout ça, c'est quoi? On va voir, c'est souvent le signe que vous n'êtes pas trop sur le bon time frame. D'accord? Donc de base, quand vous avez des alertes de volat et autres trucs du genre, c'est que vous n'êtes clairement pas sur la gestion à faible risque. Normalement, la gestion à faible risque, elle doit être prévisible, mais pas loin en tout cas. D'accord? Donc quand vous êtes sur la gestion à faible risque, bon, admettons, donc Bitcoin, on va sur le mensuel, et qu'effectivement, vous voyez qu'ici, vos contacts se font baiser la gueule en permanence. C'est le signe de quoi? Soit c'est qu'effectivement, c'est peut-être du trimestriel, donc il faut être encore plus patient, etc. Mais vous voyez que là, moi, pour ma part, sur Bitcoin, on n'a pas d'alerte de volatilité en mensuel. C'est bien le signe qu'a priori, on est sur le bon time frame, quoi. C'est un peu brutal, parce que c'est Bitcoin, et les gens sont teubés, mais mis à part ça, voilà, on voit qu'on arrive quand même à stabiliser un peu des zones de valeur, etc. On va enlever le prix, tiens, comme ça au moins. Putain, ah voilà, hide. Eh bien, sur ETH, qu'est-ce qu'on a en mensuel? Pourquoi il me... Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il a craqué ou quoi? Ah oui, bah oui, comme j'ai caché le prix. Ah oui, ok, c'est moi qui ai fait de la merde. Attends. Wow, ça en fait du bordel. Tac. C'est plus qu'il faut que je fasse ça, moi. Voilà. Ok, donc sur Ethereum, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est vraiment bourrin, mensuel? Non, vous voyez, je n'ai pas d'alerte de volat. Tout va très bien là-dessus. J'ai une belle zone de valeur induite, pratiquement aucun doute de dire ce truc-là va péter les 4004. Et quand il va y aller, ça va être bourrin. D'accord? La gestion à faible risque sur Ether, elle est simple. D'accord? A priori, il n'y a pas de tendance pour l'instant. Donc, attendez tranquillement qu'Ether veuille bien péter les cycles vendeurs. Quand il va les péter, il va a priori péter 4004 en même temps et on va dégommer du bear, nique sa mère. Aujourd'hui, on est où? On est là, sur les prix moyens. Let's go! Moi, je charcute Ether, d'accord? C'est the fucking trade de la décennie. Quand ce machin va péter les bears et qu'on va sortir par le haut du range, en plus, on sait que c'est une séquence en vaccin qui est tendue, dit on va au minimum à 11 000. Et je pense même qu'on ira plus haut que ça, hein, voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez. Moi, je dis, c'est le best fucking play en termes de risk-reward en ce moment, mis à part peut-être Atom. Mais le reste, c'est bidon, d'accord? Tous les autres ont déjà pumpé en mode c'est bon, c'est fantastique. Le best risk-reward, c'est Ether. C'est possible. Moi, concrètement, oui. Si Ether passe sous la moyenne ici, ce qui n'a jamais été le cas pour l'instant, d'accord? Si on venait vraiment à passer sous cette moyenne, je serais effectivement plutôt en train de dire, si Ether aujourd'hui va à 700 balles, oui, c'est qu'on est clairement en range. Voilà. Le rejet d'une structure de tendance mensuelle, ça voudra traduire un range trimestriel. Mais j'y crois pas une fucking seconde. Moi, j'ai une structure de tendance, d'accord? Donc, il y a deux types de personnalités dans le trading. Il y a ceux qui sont optimistes, ceux qui sont plutôt pessimistes. Ça, vous n'êtes pas vraiment en contrôle de ça. Ça dépend comment vous avez été construit dans votre petite enfance. Et ça dépend si vous voyez le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Si vous êtes plutôt une personne qui projette les choses de façon positive ou si vous avez plutôt des craintes vis-à-vis de l'environnement extérieur. Comment vous percevez le monde, entre guillemets. Donc ça, il faut que vous soyez conscient de ça. D'accord? Vous ne pouvez pas le changer. Vous êtes né comme ça. Ou en tout cas, vous avez votre structure cérébrale. Elle s'est formée dans votre enfance et elle n'est pas du tout neuroplastique. Vous ne pourrez pas y changer grand-chose. Donc la façon avec laquelle vous voyez le monde, vous la verrez probablement toujours pareil. Est-ce que vous êtes plutôt anxieux et pessimiste sur la vision globale que vous avez du monde ou plutôt positif, optimiste et confiant? D'accord? Donc par rapport à ça, écoutez, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vous dis, en trading, personnellement, il vaut mieux toujours essayer de se projeter dans les tendances. Et au pire, une tendance n'a pas lieu, mais il faut vraiment apprendre à faire ça. D'accord? Il faut que vous appreniez dans l'application de votre trading à ne pas appliquer votre vision du monde. D'accord? Quelle que soit votre vision du monde, alors si vous êtes plutôt d'une nature optimiste, vous le ferez naturellement. Si vous êtes plutôt d'une nature protectionniste, on va dire anxieuse et j'ai peur de l'environnement extérieur, il va falloir apprendre que dans le trading, vous ne pouvez pas appliquer cette vision du monde. D'accord? Le trading, ce n'est pas le monde.
Dans le trading, quand vous avez une tendance, vous devez par défaut la considérer comme viable. Tant qu'elle n'est pas invalidée, vous la tradez en tant que telle, parce que c'est là que se trouvent les meilleurs risk-reward. Donc, s'il y a une tendance potentielle, voyez toujours le verre à moitié plein. Même si dans votre vie, vous avez plutôt l'habitude de faire l'inverse. Enfin, si vous avez été conditionné, entre guillemets, dans votre petite enfance à être plutôt effectivement anxieux vis-à-vis de l'environnement extérieur, eh ben, il faut que vous fassiez pénitence dans le trading. De dire, j'ai des règles qui sont objectives ici, d'accord ? C'est pas votre perception du monde que je veux. Là, vous avez des règles qui vous disent, il y a une tendance potentielle. Ces règles, elles sont claires et elles ne dépendent pas de vos interprétations personnelles. Quand vous avez une tendance potentielle, je veux que vous l'exploitiez tant qu'elle est là, tant qu'elle est viable. Ok, c'est vraiment hyper important. Après, sinon, vous êtes un trader de range, c'est-à-dire vous n'apprenez même pas les structures de tendance et vous allez chercher toujours des phases de neutralisation. Et vous voyez que par exemple, Ether, quelqu'un qui l'aurait tradé comme un range, il aurait bien vendu les 4000 et tranquille. Voilà. Et là, théoriquement, Ether, vous seriez en train d'attendre que ça vaille $600 le token. Si Ether est bien neutre, il va aller chercher 600 balles le token. Ok ? Vous vous mettez en mode trading débile. Je réfléchis pas, je suis stupide, j'ai des règles, je les applique. Les règles, elles vous disent, c'est plutôt neutre en mensuel. Bon, vous aurez dû voir que le prix va jamais sous la moyenne et que la moyenne, elle est pratiquement tout le temps ascendante. Donc normalement, vous devez bien sentir quand même que ce truc-là n'est pas totalement neutre. Mais vous, si vous devez trader des trucs neutres, vous attendez qu'Ether vaille 600 balles pour l'acheter. Point. Et vous avez actuellement de très gros ordres d'achat à $600 et vous attendez que ça y aille. Ou pas. C'est tout. Bon, là, on apprend de l'expérimenter. Donc, comme on l'a dit, encore une fois, là, ici, il faut nager dans la soupe. Théoriquement, si on est neutre ici, c'est à 600 balles l'achat. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on descend en hebdo ? On va chercher des contextes. Ok, là, j'ai un contexte à travailler. Contexte acheteur, moyenne ascendante, le truc a jamais été baissier sur la moyenne hebdomadaire. Bon, de base, ici, vous devez avoir un gros biais haussier. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un contexte acheteur ? Est-ce qu'on réfléchit pendant 100 ans, genre, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter Je vous garantis que je charge comme une brute Ether, moi, ici. J'en ai rien à foutre de ce que racontent les autres. J'ai tous les signaux de range partout dans une tendance haussière. Vas-y. Ça vend dans une tendance haussière. On finit un cycle vendeur. D'accord ? Regarde, c'est comme acheter ici. Il n'y a aucun signal de momentum, il n'y a rien du tout. Mais tu dis juste, on finit un cycle vendeur dans une tendance haussière. Bourre, qu'est-ce que tu veux de plus, en fait ? C'est probablement les dernières fois où on laisse la place aux vendeurs sur cet actif, avant de tout enculer en vaccin étendu. Comme on a dit, derrière, il n'y aura plus le moindre cycle vendeur. Derrière, on va les enfumer jusqu'à arriver sur les objectifs. Et on sait que ça va être excessif, stupide, enfin, que ça va être... voilà. Donc, encore une fois, projetez-vous. Vous savez qu'on a une séquence en vaccin étendu potentielle. Au pire, on se plante, on prend un stop loss, c'est pas très grave. La vie ne dépend pas d'Ethereum. Par contre, moi, je suis désolé. Tant que j'ai une structure de tendance potentielle, qu'on s'amuse encore à finir des cycles vendeurs, regarde, à chaque fois qu'on finit un cycle vendeur, c'était un point d'achat parfait sur Ether. Et vu qu'il y a tendance haussière, on va toujours péter les points hauts. Donc, pas désolé. Ça veut dire, tu payes vers du 1008, tu es sur support, on a fini un cycle vendeur. C'est cadeau en termes de prix. Je veux dire, pour moi, déjà, là, à 2003, c'était cadeau, mais alors là, n'en parlons plus, quoi. Et je te parle pas du bottom ici à 1003, d'accord ? Donc, pour ma part, c'est cadeau. Et on va chercher au moins 8 à 9 000 $. Vous voulez quoi de plus ? Est-ce que le risk-reward vaut la peine de s'exposer là-dessus ? Oui. Putain, vous êtes sur du 1 pour 5, encore une fois. Les mêmes trucs, on vient en hebdo, on prend du risque et on va gagner plus de 5 fois la mise. Et là, je parle d'acheter de l'Ether in kind, c'est-à-dire même pas de stop loss, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Là, il n'y a même pas de stop. Et tu as déjà un risk-reward d'1 pour 5. Alors, non, on va faire plus simple. Là, tu ne peux pas avoir d'exit sur Ether. Exit, c'est dans le sens de la tendance. D'accord ? Pour moi, la tendance, elle est juste bullish sur Ether. Donc, tu ne vas pas avoir d'exit vendeur. Ça ne fait pas le moindre sens. Ce serait hyper inquiétant, au contraire, d'avoir des exits vendeurs sur Ether. Oui. Ouais, si vous voulez séquencer les flux sur Ether, ça me va très bien aussi.
Voilà, pour ma part, je vous ai dit, tant qu'on ne va pas sous ce point-là, on peut faire un troisième flux, et c'est pas parce qu'on vient très proche d'eux qu'on a invalidé. Non, le exit, ça veut surtout dire, si vous voulez trader en reverse sur des UT supérieures et que vous avez des exits sur les UT inférieures, allez-y. N'ayez pas peur de vous mettre en face. Exit, ça veut dire les mecs en face, ils ont tiré comme des brutes. Ça ne garantit pas qu'ils n'aillent pas au-delà. Hein. Regarde, je prends l'exemple ici. Tu vois que là, on est allé beaucoup plus loin que l'exit. Bon, a priori, ici, de toute façon, l'exit, je ne sais même pas pourquoi l'algo a réussi à mettre un exit ici. C'est pas possible, normalement, il n'y a pas assez d'historique. Faudrait que je revoie ça, mais ça me paraît chelou. Ça me paraît chelou qu'il arrive à sortir un exit ici. Il doit y avoir des règles un peu tendues là. Je ne sais pas comment il a fait pour passer ça, mais bon. Enfin, bref. Normalement, il faut qu'il y ait une tendance avérée, tu vois. Donc là, il n'y a rien du tout. Ça fait plus, il n'y a rien et on part en couille. Voilà. Celui-là d'exit, il est beau. Hein. Lui, il est vraiment beau. Effectivement, ici, si tu ne prenais pas tes profits sur Ether, enfin, si tu voulais reverse Ether, ça faisait du sens par là. Alors, mais un exit au milieu de nulle part ne sert à rien. Hein. Qu'est-ce que tu vas foutre en 4 heures sur Ether? On a dit la gestion du risque, elle est mensuelle. Je ne veux pas te voir en 4 heures. Et puis pareil, là, enfin, je vois pas l'intérêt. L'exit vendeur, toujours pareil. Je comprends pas. J'ai dû mettre des règles dans l'exit qui sont un peu cheloues. Mais pour moi, ça fait pas de sens ici. Exit, c'est vraiment, on a tiré à donf de chez donf dans une structure de tendance. Là, ça veut dire, tu as un exit. Enfin, un exit acheteur, il n'y a même pas la moindre tendance haussière. Cet exit, je suis désolé, il fait pas de sens. Hein. Attention, hein, les algos, c'est des algos, hein, rien n'est parfait là-dedans. Hein. Mais je ne pense pas que lui, tu dois t'en inquiéter le moindre du monde, puisque de toute façon, en 4 heures, quoi qu'il arrive, si tu viens faire des gestions risquées, tu es forcément en train de chercher des achats, puisqu'on est plutôt sur un support. Donc, qu'est-ce que tu en as à foutre d'un signal vendeur? On s'en fout, d'accord? Toi, ici, tu dois venir chercher des gestions du risque acheteuses. Et pour ma part, en 4 heures, je ne sais pas ce que tu fais, mais tu ne devrais pas y être. D'accord? Moi, j'ai plutôt, a priori, on est sur de l'hebdo, et en hebdo, ça me paraît pas mal. Et moi, ici, j'ai tous les éléments de gestion du risque pour être bullish. Je ne vais pas plus loin que ça. Hein. Moi, on est survendu, d'accord? De chez survendu, fin de cycle vendeur, sur des contextes acheteurs. Let's go. Moi, je bourre. J'ai envie de dire, là, qu'est-ce que je pourrais avoir de plus? Des targets de break? J'en ai déjà une, et en plus, c'est targets de break de range. Donc, moi, let's go, je bourre. Hein. Désolé, les amis. Hein. Donc, pareil, ça veut dire acheter ici, mettre un stop sur cette UT hebdomadaire. Donc, le stop minimum, d'accord, ici, ce serait à peu près 1000 $. D'accord? Donc, comme j'ai dit, vous pouvez aujourd'hui, je pense, faire un peu de margin sur Ether sans prendre trop de risques. Moi, je pense encore une fois que ça ne sert à rien. Autant les acheter spot. Mais d'accord, admettons, dans ce cas-là, vous achetez pas spot. Ici, donc, comme on l'a dit, vous allez vous payer donc 1800 balles le token. On a dit un stop de 1000 $. Donc, vous auriez un stop à peu près vers 800. OK? Ça va pour tout le monde? Donc, ce serait stop 800 $ pour viser, encore une fois, un truc de cochonou, quoi. Enfin, là, on est sur du quasi 1 pour 10 en risk-reward, quoi. Donc, on met un stop de 1000 et on a dit, on vise au moins ATH ici, puisqu'on est dans un schéma vague 5 étendu. Donc, on a dit, c'est minimum 8-9 000. Je ne veux même pas vous entendre parler de vente avant cette zone-là. D'accord? Là, on est sur du 6, 7, 8, enfin 6, 7 en risk-reward. Donc là encore, vraiment, je me repose tranquille. Est-ce que je fais bien tout ce qu'il faut? Est-ce que je maîtrise bien ma chaîne de risque? Parce que si vous gagnez 7 fois votre mise initiale, c'est clairement qu'il y a un risque. D'accord? Et donc évidemment, vous comprenez que quand vous allez sur les réseaux et que vous voyez une bande de bolos qui vous disent que vous allez faire x50 sans prendre de risque, c'est qu'ils vous prennent un peu pour des cons quand même. Ah oui, oui, en 4 heures pour le flux, oui, si vous voulez.
Mais normalement, votre séquence de flux, vous auriez dû voir que bah, il fallait déjà acheter cette Bollinger ici, d'accord? Donc il y avait tous ces achats-là, qu'on est venu faire un double top, mais vous pouviez racheter à 2002 si vous voulez, hein. Voilà. Et pour ma part, c'est toujours le même trade, hein. Ce troisième flux avec un stop qui doit être au maximum à 1400 et quelques, là, enfin sous les 1005, puisque là, on casse le point bas du deuxième flux. Voilà. Moi aussi, je suis toujours dedans. Alors, si vous allez faire mumuse en dessous du 4 heures, de l'horaire, 15 minutes, ne faites que du trading de range. OK? Et dès que vous avez des alertes de volatilité, vous passez en Bollinger. OK? Dans ce cas-là, vous frappez, enfin vous vendez sur les bornes hautes, achetez sur les bornes basses, et vous cassez pas trop les bonbons. OK? Mais vraiment, et puis alors sur les cryptos, aller en horaire et tout ça, waouh, courage quoi. Mais vraiment, attendez que ça se neutralise. C'est toujours pareil. Tant que vos moyennes, elles sont pas dans les contextes, faites pas les malins. Ok, regarde là, ta moyenne, elle est à l'intérieur du contexte. T'as pas d'alerte de volatilité. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu peux acheter et vendre sur tes zones de contexte, tranquille. Tu veux trader à court terme, fais du range. Vraiment, il n'y a rien de plus efficace à court terme que les trades de range. Tu fais du neuneu. En fait, je ne comprends pas toujours la volonté d'aller chercher des trucs hyper risqués, alors que parfois, c'est juste la répétition de trucs hyper simples. 15 minutes, vraiment de base, actif hyper liquide. Ok, vraiment faites du 15 minutes sur des indices boursiers, des trucs comme ça. Et encore, c'est pour moi, c'est l'extrême de la folie d'aller en 15 minutes, hein. En dessous de ça, il n'y a que des robots. Déjà 15 minutes, je suis pas sûr qu'il y ait encore des humains aujourd'hui. Ok, sur des trucs comme ça, vous pouvez aller en 15 minutes, mais alors vraiment tranquillou, pareil sur les tailles de position et tout ça. Parce que là, vous allez être sur des trades qui durent une journée, même pas. Voilà. Donc là, vous êtes vraiment sur de l'intraday. Comme je vous ai dit, si vous faites de l'intraday pur, vous avez des trades qui sont clôturés à la fin de la journée, pour ma part, c'est plutôt un autre monde que la gestion du risque technique qui se produit à ce niveau-là. Là, on est plus sur le market making, le scalping, l'order book. C'est pas le même métier, j'ai envie de dire. Et honnêtement, aujourd'hui, moi, je vous inviterais pas trop à aller faire mumuse à court terme face aux robots, hein. Ok. Est-ce que vous avez encore d'autres questions ou on se laisse là-dessus? Parce qu'on a fait à peu près le tour. Enfin, moi, je pense que vous vouliez des patterns expérimentés. Je vous en ai donné deux ou trois, mais c'est surtout qu'après, bah, c'est la réplication de ces mêmes schémas-là, hein. Donc, comme on l'a dit, vous pouvez aller sur les unités inférieures, glaner des infos, n'allez pas trop loin. Sinon, bah, concrètement, je ne sais pas ce que vous faites, mais moi, au-dessus de 1 pour 10, d'accord? Enfin, vos risques reward expérimentés doivent se situer entre 1 pour 5 et 1 pour 10. Vous savez que vous êtes dans la zone de confort. Ici, vous pouvez le faire en autonomie si vous maîtrisez bien vos gestions à faible risque, tout le bordel, que vous n'allez pas à plus de 2, 3 time frames en dessous, etc., etc. Et ça, vous pouvez le faire en toute autonomie, quoi. Une seconde. Allô? Super, encore les pubs. Euh, voilà, voilà. Alors, attendez. Voilà.
Alors, pardon, je relis. Morel et Prom sur support. Oui, tout à fait. Morel et Prom, c'est un beau classique de. Ils sont en train d'essayer de le survendre. Moi, perso, je touche pas la position. Après, il y a une raison aussi fondamentale, hein. Enfin, une bonne partie de la croissance de Morel était basée sur l'ouverture de champs au Venezuela. Et forcément, ça fout la merde. Donc, voilà. Alors, reverse breakout. Oula. Alors, de toute façon, d'accord, il y a eu beaucoup de choses qui ont pu être dites, faites dans les années qui précèdent, d'accord. Euh, si vous allez toujours chercher la petite bête, etc., tout le monde peut dire des conneries à un moment donné, moi le premier, d'accord. Donc, juste pour dire, on essaie aussi de restructurer le contenu. Si vous allez fouiller dans des vidéos d'il y a 5 ans, etc., pour dire, ouais, mais il y a 5 ans, tu as parlé de tel et tel pattern, etc., pourquoi on n'en parle plus aujourd'hui? Bah, parce que moi aussi, je fais des erreurs, et que si j'en reparle pas aujourd'hui, c'est probablement parce que ça me semble pas être de bonne qualité, d'accord? J'essaie de vous structurer le contenu pour que vous en ayez le meilleur. Ou en tout cas, si moi-même je fais des expériences, normalement, à travers le temps, les meilleures restent, les moins bonnes disparaissent. Donc si j'en ai pas reparlé depuis 5 ans, peut-être que ça n'en valait pas tant la peine. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Je pense que tu peux supprimer, oui, bien sûr. Allez pas nécessairement à la pêche aux informations dans les vidéos d'il y a 5 ans. Ça me paraît pas être la bonne approche, entre guillemets. Comme vous avez fait là, si vous trouvez il y a pas assez de contenu, ou que le contenu n'est pas assez structuré, etc., n'hésitez pas surtout à demander, en fait. Dans ce cas-là, on fait comme on fait aujourd'hui, on prend 1 heure ou deux ensemble, et on règle tout ça. Non, 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 alors, c'est pas un live où on papote des marchés. On faisait un live pour les expérimenter. Donc, si les expérimentés pardon, ont de nouvelles questions, on les traite. A priori, moi, je pense que là, vous avez largement assez d'infos pour pouvoir avancer tout seul avec une belle structure de gestion où vous pouvez être autonome sans aucun problème, parce que je pense que tous ceux qui ont posé les questions, vous avez largement le niveau de faire ça tout seul. Vous voyez que c'est pas d'une complexité affligeante, ça ne fait que recycler des choses que vous connaissez déjà. Alors, les points gris d'overload sur le momentum, j'ai l'impression qu'il y a des explications différentes entre le PDF et ancienne vidéo. Pareil, j'ai dit beaucoup de choses, donc c'est normal que parfois les trucs se contredisent, etc. Donc, on structure de base, d'accord. Le point gris sur le momentum, donc l'overload, d'accord, normalement, ça doit se produire dans le sens d'une tendance si c'est répété. D'accord, par exemple, là, tu vois, si tu as. Alors, toujours pareil, on n'analyse pas sur les time frames inférieurs. Donc là, a priori, sur Ethereum, vous devez être ici. Donc là, bah, déjà, il n'y en a pas. Où est-ce qu'on va en avoir des overloads, a priori, sur le S&P? Voilà. D'accord. Donc normalement, vous les aurez toujours dans le sens de la tendance. C'est-à-dire un point isolé, normalement, c'est qu'effectivement, on a tiré tellement fort sur le momentum qu'a priori, on va s'arrêter par là. Si vous en avez plusieurs qui s'enchaînent, normalement, ça ne se fait que dans le sens de la tendance, et ça doit vous dire encore une fois que le momentum est complètement hors de contrôle. D'accord? Dans ce cas-là, posez-vous réellement la question. C'est-à-dire, vous êtes dans le sens d'une tendance, et effectivement, le momentum est hyper, hyper tendu. Encore une fois, c'est normal. Une tendance, c'est directionnel. Par contre, du coup, est-ce que c'est un élément suffisant pour se mettre contre tendance? Je vous laisse répondre. Est-ce qu'à un moment donné, par exemple, donc dans le cadre du S&P, dans un schéma de divergence, est-ce qu'à un moment donné, je vous ai dit que vous pouviez trader contre tendance? Voilà, je vous ai dit, vraiment, si vous êtes hyper expérimenté, vous pouvez passer en mode prise de profit et je me mets net vendeur, mais c'est le plus haut niveau de prise de risque. Alors moi, c'est même pas ce que je fais aujourd'hui sur le S&P, parce que je vous dis, je reste acheteur de certaines parties du S&P, et oui, je short le reste parce que justement, j'ai des exits et j'ai tout ce qui me dit casse-toi. Donc oui, j'y vais parce que pour ma part, sur les time frames à faible risque, j'ai des exits. Ça veut dire casse-toi. Voilà, donc oui, oui, je pense, et j'ai pas peur de le dire, je pense que les US sont dans la merde pour les prochaines années, et pas parce que j'en ai envie, ou que je le pense de façon irrationnelle, etc. J'ai des éléments graphiques, techniques qui me disent qu'ils sont dans la mouise. Et que le mieux qui puisse leur arriver maintenant, c'est un pullback. Le pire, c'est un crash.
D'accord? Mais a priori, on avait un beau range sur la décennie 2000-2015. Donc, a priori, c'est une tendance. Donc, il y aura un pullback. C'est pas un truc. Enfin, moi, les partisans du crash, j'y crois pas. Mais est-ce qu'on va se manger un pullback? Ça me paraît plus que techniquement plausible. C'est juste la stratégie me dit que oui. Donc, let's go. Mais là, autant on a dit justement tout à l'heure qu'on avait éventuellement et qu'on allait vraiment tenir compte des exits sur les UT inférieures quand on veut anticiper les reverse, enfin quand on veut aller chercher des stratégies de reverse sur les UT inférieures. Mais là, on les a sur l'outil à faible risque. C'est pire que tout. D'accord? Alors, par exemple, est-ce qu'on peut servir des ranges de court terme? Mais bien sûr. Donc, tout ce qu'on a vu, d'accord? Vous auriez pu faire la stratégie de l'alignement des troisièmes bornes là-dessus. C'est-à-dire, vous allez sur les time frames inférieurs me chercher des troisièmes bornes. Là, en l'occurrence, a priori, ça va être sur le 4 heures. Hein, puisque là, en daily, vous n'avez rien du tout comme alignement de quoi que ce soit. Donc là, déjà, rappel, vous êtes 3 UT en dessous, je ne veux pas vous voir aller plus loin. Et là, vous allez me chercher les troisièmes bornes. Vous en aviez une ici squeezée, vous en aviez une par là, et la troisième, elle devait être a priori par là-bas. Et je vous garantis qu'elles sont alignées. Je ne l'ai pas fait l'exo, mais je suis pratiquement sûr qu'elles sont alignées. Elles le sont. Bon, ben voilà. Donc, l'alignement de troisième borne, ça marche. Maintenant, comme on l'a dit, est-ce que tu voulais vraiment te casser les bonbons? Voilà. Pour ma part, tu venais ici et tu vois, tu avais 1, 2 et la troisième, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas déclenché. Pour moi, ici, il y avait vraiment un contexte. Je ne sais pas pourquoi l'algo ne l'a pas vu. Mais typiquement, ici, tu prenais ton troisième signal dans la zone, poum, tu cartouchais le bordel en hebdo, c'était plié. Là, honnêtement, je vous dis, je ne sais pas pourquoi l'algo n'a pas déclenché. Voilà. Ce que je vous dis par contre, c'est que si jamais il remonte ici là et qu'il vienne me déclencher une troisième détection de contexte, j'y vais, mais dégommer. Je dégomme le truc. C'est pour ça que je vous dis, s'ils veulent s'amuser à rebondir aux États-Unis en mode miracle, etc., je reviens encore plus short qu'avant. Alors, comme ceci, de quoi? Fais voir, attends. J'ai du mal à capter. Ah oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Alors pour moi, je ne l'aurais pas mise là. Oui, quoi que si, elle est en retard. Oui, oui, si, t'as raison. Bon, de toute façon, elle s'aligne avec l'autre, hein, donc c'est same shit. Mais oui, oui, tout à fait. Après, celle-là, elle est vraiment difficile à trader, hein. Voilà. Moi, le premier ici, je me suis fait avoir et moi aussi, j'ai vendu là fort. Voilà. Et je me suis fait un peu surprendre par le double top, mais j'ai pas lâché. Mais moi, pareil, hein, je me suis mis plutôt vendeur ici et là, je pensais qu'on allait y aller sévère, hein. Donc, ils ont fait mumuse, hein, ils sont venus refrapper ici pour nous faire chier. Mais voilà, moi, encore une fois, je pense qu'on est fini. Voilà. On a fait le taf, quoi. Super. Eh ben, si c'est bon pour tout le monde, on peut se laisser là, hein. C'est pas la peine de faire 3 heures de live. Alors, j'ai toujours du mal à comprendre finement la différence entre les overloads en gris et les points de couleur. Alors, le point de couleur, d'accord, c'est, entre guillemets, si je te donne la méthodologie derrière le calcul de ce truc-là, c'est plutôt sur de la survente de court terme, c'est du stochastique rapide et du RSI classique, mixé à la sauce interne. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se cache derrière l'algo. Il faut que vous sachiez a priori ce que ça représente. Ça représente du surachat. Point. D'accord? L'overload, c'est au-dessus du surachat. Ça veut dire, là, on a poussé comme des brutes. Généralement, ça doit se produire dans les tendances ou vraiment, ça doit se produire ponctuellement à la borne d'un range. Ça veut dire, on a bourriné le momentum. Là, on est sur du stochastique lent et des RSI de long terme. D'accord? Voire du MACD plutôt. Il me semble que c'est ça, derrière le gros point. C'est plutôt du MACD, donc vraiment du signal lent et du stochastique lent. Ça veut dire vraiment on bourrine le momentum. Normalement, ça ne se produit que dans les tendances ou alors vraiment en excès dans les bornes de range.
Oui, voilà, c'est ça. Là, tu as tous les éléments. Voilà. Normalement, c'est au sein d'une tendance, ou ça doit être vraiment très ponctuel dans un range. Ça peut se produire dans un range, mais normalement, vous n'allez pas en enchaîner 4 ou 5 des petits points. OK? Enfin, des gros points, pardon. Donc, de toute façon, la seule chose concrète, mis à part comment je les calcule, etc., qui doit être le cadet de vos soucis, d'accord? Je sais, c'est chiant de faire confiance, mais encore une fois, bah, faites confiance. Je ne vais pas disparaître demain, et si je disparais, je vous mettrai les indicateurs open source. Et je me suis déjà engagé à vous les donner à vie. Donc, vous pouvez travailler avec ces outils sans vous demander si je vais disparaître demain. Ça n'a aucun... voilà, nope. Je ne vais pas vous larguer comme ça. Je vous ai appris avec ces trucs. Je ne vais pas vous foutre dans la merde derrière. Ça n'a aucun espèce d'intérêt. Donc, une fois que vous avez ce truc-là, la différence, c'est quoi? Vous en avez un qui est coloré et l'autre qui ne l'est pas. Donc, ça veut dire qu'il y en a un qui sert de signal de tendance dans l'application de la stratégie et l'autre non. OK? Ça veut dire que, par exemple, l'overload, je ne veux pas que vous tradiez ça autrement qu'au-delà des contextes. Quand ça vient clôturer au-delà des contextes et que vous avez de l'overload, ça veut dire quelque chose d'un point de vue de la gestion du risque. Les signaux de tendance, eux, ils m'intéressent quand ils se produisent à l'intérieur du canal de tendance. Et a priori, dans le sens de la tendance, c'est mieux. OK? C'est-à-dire, quand vous avez de la survente de court terme dans une tendance haussière, dans un contexte acheteur, let's go! Ok, c'est bon pour tout le monde? Oui, oui, je vais mettre le replay juste après, dès qu'on a fini. Attends, il y a quelqu'un qui papote ou pas là? J'entends de la... Qui c'est qui n'a pas coupé son micro? Ah, ok. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui, c'est bon pour tout le monde? Ok. Eh ben, avec plaisir. Faut pas hésiter, comme je dis, quand vous avez des questions comme ça, posez les questions. Moi, ça me pose aucun problème de vous aider, au contraire. Allez, du coup, on se laisse là-dessus. Ciao, ciao! Et toujours pareil, quand vous vous mettez à pratiquer pour les premières fois ce genre de structure, même si là, vous avez tous les éléments pour les maîtriser assez vite, tranquille, d'accord? D'abord, on se met en confiance. Si vous avez des doutes, vous le vérifiez par vous-même en replay, vous mettez dans les situations, vous regardez comment vous auriez pu réagir. Enfin bref, comme des étudiants, d'accord? Toujours. D'abord, on révise, on pratique, on fait des exercices en replay. Une fois qu'on maîtrise bien, qu'on se sent à l'aise parce qu'on a pu vérifier que ça marchait, on essaie d'appliquer en conditions réelles, toujours tranquille sur les premières tailles de position. Et petit à petit, on s'expose à hauteur de ce qu'il faut. Et puis après, on est en autonomie, on maîtrise, etc. OK? Normalement, ça ne doit pas être nouveau. Allez, je vous laisse là-dessus. On ne va pas papoter 3 heures.